19h45 dans les studios de BB24 et partout dans le Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce journal. Si la pédagogie amène l'enfant vers la connaissance, l'andragogie, par contre, est la science de l'éducation des adultes. Quels en sont les principes fondamentaux? Vous en saurez davantage dans un instant. Ils sont à la fois bons et mauvais pour les produits agricoles. Les engrais chimiques, même s'ils boostent le rendement, causent d'énormes problèmes à la santé. Les maraîchers en ont conscience et font recours à l'engrais organique. Et le mannequinat gagne du terrain au Bénin. Même s'ils doivent braver des difficultés, les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Apprendre aux enfants requiert souvent de la patience et donc du temps. Ceci facilite la compréhension. Dans le milieu de l'enseignement, cette méthode relève de la pédagogie. Il y a également l'andragogie qui est aussi une méthode d'apprentissage, mais cette méthode est essentiellement recommandée pour les adultes. Est-ce là toute la différence entre andragogie et pédagogie? La réponse d'Ano Adaja dans ce reportage. Ce sont des personnes adultes qui acceptent de se mettre en situation de cours ou de formation à l'image des enfants. Cela se constate de plus en plus les soirs à Cotonou. Ici, dans cette école, seul le coordonnateur accepte de se prêter à nos questions. Tout ce que nous faisons en cours du soir ici, on suit le programme et vous avez le contenu notionnel de tout ce qui est programmé. Donc il y en a qui se disent c'est comme un rêve qui est devenu réalité parce qu'ils ont peut-être laissé les bancs, ça fait 15 ans, 20 ans et après 3 ans de formation, ils ont le baccalauréat jusqu'à la maîtrise. Au Bénin, le nombre de personnes qui délaissent chaque année le cursus scolaire pour l'emploi, tout juste après les premiers diplômes, est considérable. Lorsque vous allez commencer peut-être à travailler dans la fonction publique béninoise en catégorie D, C, et puis avec les cours du soir, vous devenez cadre, directeur, tout ça, ça fait plaisir. Ce mode d'apprentissage s'appelle andragogie. C'est un concept qui date de 1833, utilisé pour la première fois par l'éducateur journaliste allemand Alexander Gepp, qui a parlé de l'andragogie parce qu'il s'est dit qu'il y a certaines personnes qui apparemment se voient déjà dépassées par le diplôme par rapport à leur âge, qui ont envie de chercher des diplômes de façon générale. Quand on parle d'andrago, ça signifie être humain, beaucoup plus adulte. Maintenant, lorsque vous parlez de gogie, ça veut dire naturellement apprendre, ça veut dire naturellement guider, conduire. Donc, c'est une manière ici de conduire intellectuellement parlant les adultes. Érigée en principe actif et participatif, l'andragogie est présente dans toutes les situations de formation ou d'éducation de l'adulte. Elle est à l'antipode de la pédagogie où l'enseignant réfléchit à la place de l'enfant. Dans la pédagogie, comme dans l'andragogie, il faut aller aux travaux de groupe. Mais quand vous observez les comportements des apprenants des deux côtés, mais les enfants qu'on retrouve dans les groupes de travail en situation de classe, ils sont pour la plupart passifs. Ils ont reçu les instructions, ils savent la mission qui leur a été confiée, mais c'est 2 ou 3 apprenants qui travaillent à la place du groupe. Quand on fait les travaux de groupe, souvent on n'arrive pas, les gens, il y aura trop de bavardage qui viennent encombrer le cours et l'explication ne passe plus bien. Donc le chef de groupe a du mal, lui aussi a du mal à bien gérer le groupe. Lorsque le professeur nous donne un exercice, c'est quelqu'un qui travaille dedans. Mais dans le cadre du travail de groupe en andragogie, mais vous vous rendez compte que compte tenu du degré de motivation des bénéficiaires de la formation qui sont des adultes, ils participent effectivement au travail de groupe. Andragogie et pédagogie se complètent. Il y a juste lieu de retenir que l'andragogie est postérieure à la pédagogie. Au plan social, elle aide les adultes et au plan économique, ici, c'est l'adulte lui-même
qui construit son savoir avec la conscience que le temps, c'est de l'argent. Très utilisés dans le maraîchage, les engrais chimiques permettent d'augmenter le rendement. Même s'ils en font encore usage, certains maraîchers misent désormais beaucoup plus sur les engrais organiques. Ils disent prendre conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des engrais chimiques. Suivons ensemble ce reportage de Destonia Bigot et Bernol Djogbe présenté par Estelle Pazou. Une production agricole sans produits chimiques, c'est le credo de l'agriculture biologique. Progressivement, les maraîchers s'inscrivent dans cette logique au fin de permettre aux populations de manger sain et de préserver l'environnement. De par le passé, nous utilisons les engrais chimiques à outrance. Ça, il faut l'avouer. Nous utilisons, mais actuellement, nous utilisons faiblement les engrais chimiques parce que nous voulons passer de l'étape de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Dans la gamme des engrais chimiques, nous utilisons, comme je viens de le dire, faiblement l'urée et NPK. Et dans la gamme des engrais, des fertilisants organiques, nous utilisons beaucoup de compost et des fientes. L'utilisation des produits chimiques pose des problèmes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé, surtout lorsque le dosage est mal fait. Lorsque vous voyez un fabricant qui donne des formulations, c'est-à-dire il propose tel type d'engrais, cela s'accompagne toujours des dosages, la quantité qu'il faut utiliser. Maintenant, en plus de cela, les gens ne maîtrisent pas trop les moments propices pour l'application, ce qui fait qu'on assiste à l'utilisation abusive. Et cela aussi est renforcé par l'état de pauvreté de nos sols, où le producteur, lui, il attribue directement le dépassement des doses à l'augmentation du rendement, et ce qui fait que les gens, ils en mettent beaucoup dans l'espoir d'avoir un bon rendement. La prise de conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des produits fait ici son chemin. Aujourd'hui, le sol est tellement pauvre que même les engrais chimiques, ça ne va pas. Alors il nous faut nécessairement le compost pour pouvoir donner le rendement qu'il faut. Et nous sommes dans un environnement où cela s'impose. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, nous devons automatiquement passer du maraîchage conventionnel au maraîchage biologique. Quelques bonnes pratiques sont à prendre en compte pour une meilleure utilisation de ces produits. Je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'utiliser les engrais chimiques, c'est-à-dire les engrais de synthèse, mais d'utiliser ça de façon raisonnée en combinaison avec les engrais organiques pour garantir la durabilité. Et lorsque nous parlons d'utilisation raisonnée des engrais chimiques, c'est-à-dire quoi? Il faut respecter les doses recommandées, appliquer ça au moment propice. En optant pour une agriculture biologique, les maraîchers entendent lutter contre la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire. C'est leur façon à eux de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle, nourrir sans intoxiquer. Le mannequinat, voilà une profession qui n'est presque jamais citée comme choix de métier. Mais au Bénin, le mannequinat prend de plus en plus place. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'y adonnent par passion, peu importe les difficultés. Dans ce reportage de Aliou Alaka et Venus Dossou, nous vous emmenons à la découverte du monde du mannequinat au Bénin. Go. Yeah. 1,75 m, mince, regard droit devant, démarche élégante dans une tenue stylée. Vous vous en doutez, c'est le mannequinat. Mannequinat, c'est le métier exercé par le mannequin. Métier qui consiste à présenter les créations de l'industrie de la mode. Les critères sont beaucoup plus spécifiques lorsque nous prenons les mannequins défilés ou mannequins podium. Et là, la taille est vraiment importante pour pouvoir défiler en tant que mannequin et faire vraiment carrière. Lorsque vous êtes femme, il vous faut une taille de 1,75 m minimum et pour homme 1,85 m. Mais pour les modèles ou les mannequins photos, là c'est un peu plus relax parce qu'on n'est pas vraiment très exigeant sur la taille. C'est beaucoup plus la photogénie. Ça dépend de la collection sur laquelle je travaille.
La collection me donne maintenant le choix à travers le teint, les couleurs que j'ai eu à utiliser. Purement féminin au départ, ce métier est aujourd'hui pratiqué aussi par les hommes. C'est un métier qui passionne plus d'un. Aujourd'hui, j'en suis à 4 ans d'ancienneté dans le milieu et je ne peux pas vraiment dire que je vis de ce que je gagne de ce milieu-là. Parce que les cachets sont, pour la plupart du temps, les cachets sont dérisoires. C'est pas évident pour une personne aujourd'hui d'être mannequin exclusivement et à temps plein au Bénin. C'est vraiment compliqué parce que là, il n'y a pas assez d'événements, les événements ne sont pas assez payés, il n'y a pas beaucoup de maisons de mode, de créateurs qui embauchent les mannequins. Ailleurs, ce métier s'apprend, il est professionnel. Au Bénin, les mannequins sont pour la plupart des autodidactes. Ils apprennent sur le tas. Pour le moment, il n'existe pas encore d'école de mannequinat au Bénin. Il y a plutôt des agences. Donc, ce sont les agences qui s'essaient à former et en même temps à promouvoir les mannequins. Le mannequinat n'est pas encore reconnu comme un métier au Bénin. Ce n'est pas pris en compte. Comme tout autre métier, le mannequinat exige le respect de certaines normes. Ceux qui les exercent se heurtent à plusieurs embûches. La plus grande difficulté, c'est d'abord celle de rentrer dans le métier même, en fait. Quand tu ne connais pas du monde, tu ne peux pas t'insérer. Et après ça, il y a des difficultés pour trouver les marchés, pouvoir défiler, pouvoir faire des photos. Après ça, on a le fait de tout le temps être exposé au public comme ça, les petits trucs qu'il y a derrière. Le mannequinat reste un métier noble, sélectif et pour tous les âges. Et c'est ici que s'impose le respect de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'adéquation de la taille par rapport au poids. Une nouvelle brève avant la fin de cette édition. En Afrique du Sud, la récolte de maïs de la saison 2018 devrait avoisiner les 12,49 millions de tonnes. Ce volume est légèrement supérieur aux 12,2 millions prévus en février, mais est en baisse par rapport au record de l'an dernier qui était de 16,82 millions de tonnes. Le stock attendu cette année englobe 6,24 millions de tonnes de maïs avec blanc et 6,25 millions de tonnes de la variété jaune. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.bj.